Fin de série pour les Cleveland Cavaliers. Après 16 victoires de suite, la franchise de l'Ohio est tombée contre le Orlando Magic. Victoire 108-103 des Floridiens. Shai, ton équipe a mis fin à la série de la meilleure équipe en NBA, en tout cas de la meilleure équipe de la conférence Est, et qui a toujours le meilleur bilan NBA, mais fin de série pour les Cavs. Ouais, d'habitude, c'est les Cavs qui prennent un peu de retard dans les matchs et qui rattrapent à la fin. Là, ça a été l'inverse. Les Cavs ont été devant. C'est Orlando qui a fait le retard en deuxième mi-temps. Et Paolo Banchero, pas très adroit, mais qui quand même, c'est une des satisfactions de la deuxième partie de saison qui est compliquée pour le Magic, c'est que Banchero individuellement retrouve quand même un niveau très très intéressant, un peu relativement proche de celui qui lui avait permis d'être All-Star. Bon, les Cavs, ça devait bien arriver de toute façon à un moment. Hein, maintenant qu'ils avaient battu leur propre record de franchise avec 16 victoires de suite, relâchement logique, beaucoup de paniers ratés à la fin pour les Cavs. Ils ont eu plein d'opportunités de repasser devant. Et au final, au final, c'est Orlando qui l'emporte. Donc je suis content pour le Magic, mais évidemment, pas d'inquiétude pour les Cavs qui devaient à un moment. C'est super dur les séries comme ça, les équipes mentalement qu'on vit en plus qui y tiennent à ces séries qui veulent battre leur propre record, qui veulent voir jusqu'où elles peuvent aller. C'est super compliqué. Et là, c'était à domicile en plus, sur un horaire assez tôt. C'était le premier match de la soirée, hein, si je dis pas de bêtises. Deuxième. Deuxième, il y en a eu un avant. Euh, donc voilà, pas facile pour les Cavs. Bravo Orlando. Je pense que Cleveland va tranquillement reprendre son rythme, un rythme de croisière d'ici la fin de la saison. Mais Mitchell était revenu après avoir manqué les deux derniers matchs, soit dit en passant. Je ne sais pas si Cleveland doit vraiment aller chercher absolument les 70 victoires et je ne suis pas Non, sûr qu'ils vont le faire. Je vais même dire, je me demande si Cleveland va peut-être même pas terminer avec le meilleur bilan de la ligue. J'y reviendrai après quand on parlera du Thunder. Mais en tout cas, sur ce match, je pense qu'ils ont relâché un peu trop tôt. Ils étaient devant, ils avaient 13 points d'avance. Effectivement, tu as dit beaucoup de tirs ratés. Ils ratent 5 tirs dans la dernière minute. 3 de Mitchell. Mitchell, il a manqué particulièrement d'adresse. Il termine à 9 sur 28 au tir et 3 sur 14 à 3 points. Banchero, tu l'as dit, 24 points, 11 rebonds, 7 passes. C'est lui aussi d'ailleurs qui met le panier pour passer devant. Même si dans le quatrième quart-temps, au final, c'est plus Franz Wagner qui a fait le boulot. Franz Wagner et Anthony Black. Grosse prestation d'Anthony Black. Donc Wagner, il met 8 de ses 22 points dans le quatrième quart-temps. Banchero, il met le panier pour passer devant à 104-103. Et Anthony Black, il a mis 17 points. Voilà, ça c'était le trio gagnant pour Orlando. Et oui, il manquait Evan Mobley aussi. Et Mitchell était de retour, mais Mobley était absent. Je pense que de temps en temps, ça va tourner un peu sur les joueurs présents, absents du côté des Cavs. Ils sont à 56-11 et ils sont désormais sur la menace entre guillemets, du Thunder qui est à 56-12. Le Thunder qui s'est imposé sur le parquet des Bucks 121-105 avec 24 points, 12 rebonds d'Isa Hartenstein. Dévastateur Hartenstein, 31 points, 8 passes de chez Gilgeous Alexander. C'était le tandem gagnant là pour le coup face à Milwaukee. Hartenstein, vraiment, de toute façon, on s'en doutait quand il a signé que c'était une énorme recrue. Il a été blessé rapidement, malheureusement, donc on l'a pas vu tout de suite, mais c'est une énorme recrue. Les options que ça t'offre avec Chet Holmgren, quand tu peux mettre les deux ensemble, il peut sortir il peut jouer sans Holmgren, avec Holmgren, c'est vraiment une énorme recrue. Là, c'est son record en carrière. C'est toujours Shea qui mène quand même la danse. Dans le week-end, il y a eu un match contre Détroit où il met 48 points et il provoque la colère de JB Bickerstaff qui a tapé du poing sur la table en disant en se joignant en tout cas à la liste des adversaires qui trouvaient que le Thunder était arbitré un peu différemment. En tout cas, Shea continue d'être impressionnant. Là, il met que 31 points, c'est ça? Il finit à 31 hein, sur le match, si je dis pas de bêtises. 31 points, 8 passes. 31 points. Il n'y avait pas Jalen Williams, il n'y avait pas Lou Dort. Ils arrivent à maîtriser assez facilement les Bucks, malgré un triple-double de Giannis. Eux, je pense qu'ils ont envie de finir premier de la ligue, peut-être, et de s'affirmer. Contrairement aux Cavs, les Cavs, s'ils ont l'opportunité, ils le feront, hein, mais je pense que tu as raison, ils sont un peu plus dans la gestion à mettre des joueurs au repos. Le Thunder va évidemment on va le faire aussi. Hein. Voilà, ils sont déjà sous le coup d'une enquête parce qu'il y a un match où ils ont fait jouer tous leurs titulaires étaient mis au repos. Ouais, ils vont prendre une amende comme le Jazz a pris. Le Jazz avait pris une amende il y a quelques jours. C'est probable que le Thunder en prenne aussi. Voilà, tout ça pour dire que Shea a encore été impressionnant. Des joueurs, au Thunder, il y a des joueurs dont on parle pas beaucoup, mais dont on parlera peut-être au moment des playoffs, comme on l'avait fait l'année dernière. Mais
leur role player, entre guillemets, les Isaiah Joe et compagnie, c'est des super joueurs. C'est en ça aussi que la construction de l'équipe, elle est bien faite. C'est que c'est des joueurs qui n'étaient pas ultra connus ou référencés avant qu'ils se révèlent justement ou qu'ils explosent au Thunder. Et ça fait aussi la différence quand même. Il y a un record que le Thunder peut battre cette saison. Ils sont à 24-1 contre la conférence Est. Personne n'a jamais fait 29-1 contre l'autre conférence. Donc, il leur reste 5 matchs. Les 5 adversaires, c'est Sixers, Hornets, Bulls, Pacers et Pistons. Ah, ils peuvent le Il y a, faire du coup, hein. il y a tout à fait moyen qu'ils finissent à 29-1. Ça sera un record. Euh, Ça veut dire qu'il y a déjà eu un 28-2. Sans doute. Je pose une question que j'ai pas. J'avoue. Allez, je refais mon petit prono. Je crois que de toute façon, c'est exactement. Pour Cleveland, j'avais dit 68-69 victoire. Je vais dire pareil pour le Thunder. Que ce soit 68 ou 69, le chiffre, les deux équipes seront au même bilan. Allez, ça c'est pas. C'est déjà énorme, hein. C'est fou quand même. Enfin, j'ai pas les meilleurs bilans des dernières saisons Tu en dois tête, être mais dans c'est les bien. 15 ou 20 meilleurs de l'histoire. Même qu'est-ce que je raconte? Avec 69, tu es déjà dans les 10 meilleurs de l'histoire, bien sûr. Dans une T'es NBA, peut-être même dans le top 5. dans une NBA Bah oui, supposément dans le top 5. supposément plus dense avec plus de talent, c'est quand même remarquable. Attends, ça m'intrigue, mais pour moi, tu es dans le top 5. Je me demande si 69, t'es pas direct troisième. Il n'y a que deux équipes. Bah oui, et 69, tu es direct troisième. Il n'y a que deux équipes qui ont fait 70. Ouais, ce serait fou Donc quand si même. tu es à 69, il y a deux équipes qui ont fait 69, c'est les Lakers de 72 et les Bulls de 97. Donc si tu es à 69, tu es troisième égalité avec ces deux équipes-là. Ce serait énorme. Et après 68, il y a deux équipes qui ont fait 68 victoires. En général, c'est des équipes qui vont quasiment qui vont jusqu'au titre. Bah, Pas je viens loin. de faire, oui, bah, les Bulls de 97, les Warriors de 2016 vont jusqu'en finale, mais bon, ça c'est un peu plus. Mais oui, c'est des équipes qui vont au titre. Ouais. Allez, on peut enchaîner. Fin de série pour les Lakers qui, après 4 défaites de suite, ont renoué avec la victoire. Victoire contre les Suns, 107-96, avec un très bon Luka, même s'il a manqué d'adresse par moment de loin. 33 points, 11 rebonds, 8 passes. 28 points aussi d'Austin Reeves, les Lakers qui se sont mis. Alors, le score final, il reste plus que 11 points d'écart. Ça Mais reflète dans pas, l'ensemble, dans l'ensemble, Los Angeles a quand même dominé du début à la fin. En se mettant très vite à l'abri avec Luka qui a très vite lancé le match. Il a été bon au début, il a été très bon même au début. Jackson Hayes aussi a eu de l'impact au début, il finit avec 19 points d'ailleurs. Et victoire des Lakers, j'ai presque envie de dire victoire facile. Et c'est le plus troublant en fait, parce que les Suns sont encore en course pour jouer le play-in. Et l'adversaire, l'équipe qui est devant eux n'a quasiment aucun joueur disponible, ne joue quasiment plus. Et les Mavericks et les Suns, pardon, se ratent des occasions, soir après soir, de se rapprocher de Dallas. Mais en fait, les Suns là sur ce match-là en particulier, c'était horrible. Enfin, là, t'as le trio avec KD, Booker, Bill qui a très peu joué finalement. Le niveau de jeu, c'est même pas celui d'un dixième qui joue le play-in à l'arrache en fait. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que presque les Mavs avec le cadavre d'équipe qui leur reste, ils jouent presque mieux que ces Suns-là, sur ce match-là en tout cas, contre des Lakers où il n'y avait pas LeBron. On a l'impression, et c'est Théo qui disait ça dans notre discussion, on a l'impression que ils ont jamais joué ensemble, alors que bon, quand là, on est vers la fin de la saison, il y a des joueurs qui étaient là déjà la saison dernière, le trio a eu des matchs ensemble la saison dernière, le duo Booker KD aussi. C'est terrible et ils ont même plus là c'est pour le coup ce que disait Théo littéralement, c'était on a l'impression que KD et Booker ça devient des joueurs lambda dans des matchs comme ça, alors que c'est quand même censé être des superstars de la ligue. Donc, alors ça peut être que la vérité d'un match, mais les Suns cette saison et ces derniers temps c'est quand même très douloureux à regarder. Ça fait partie des fanbases que je plains parce qu'ils savent qu'une reconstruction s'amorce, mais qu'est-ce qu'elle va impliquer, qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Et là, même s'il y a qualification pour le play-in, bon, bah, t'espères un. Je sais pas ce qu'ils espéreront en fait. Je sais pas ce qu'ils sont capables encore de faire avec cette équipe-là. Je sais ils vont encore dire que c'est leur façon de communiquer, mais il y a encore eu KD et Budenholzer. T'as l'impression qu'ils allaient se foutre sur la gueule pendant le match. Alors, quand c'est Thibodeau c'était avec Josh Hart. Avec Josh Hart, bon, bah, voilà, on a compris que c'était la dynamique, et puis derrière, ils se font des câlins, mais dans une équipe qui est en crise de résultats, revoir encore Budenholzer et KD clairement pas d'accord sur l'analyse d'une période, d'une situation, c'est un peu troublant. T'as raison, c'est une équipe troublante, Phoenix. Le projet Phoenix est troublant dans tous les cas. En fait, c'est une équipe qui a abandonné.
C'est une équipe qui défend pas. Il y a une séquence où Luka Doncic, il retourne sur le banc, il parle à ses coéquipiers, il dit: «J'ai jamais été aussi ouvert de ma vie». Et ils défendent pas, en fait, les mecs. Ils défendent pas, c'est c'est vraiment c'est un projet qui est complètement parti en vrille, et en plus, il est même pas parti en vrille en beauté. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, des fois, il peut y avoir de la beauté dans le crash. Ah, c'est plus frustrant, c'était agaçant. Il y a pas grand chose de bon du côté des Il n'y a, Suns. pas de- il y a pas de panache. Non, il y a pas de panache, non. Les Mavs ont perdu contre les Sixers 130-125. Un match où il y avait 19 joueurs sur la liste des blessés, si tu cumules les deux équipes. 19 joueurs. Il n'y a personne qui est disponible dans ces deux équipes. Mais il y en a un qui était là, c'est Quentin Grimes. Il a mis 28 points, il a porté les Sixers vers la victoire et il a regardé très salement le staff des Mavs après certains paniers. Notamment, à un moment, il met 2 paniers de suite. Et je pense qu'il était déter à leur dire: mais vous avez complètement déconné, pas seulement en envoyant Luka aux Lakers, mais aussi en me transférant moi à Philadelphie pour un joueur, Caleb Martin, qui est blessé, qui a jamais joué avec Dallas. Ouais, c'est un autre super move de cette pré-deadline. C'était un match entre anciens. Ils ont une trajectoire quelque part qui peut être similaire parce que c'est des Ouais. anciens, c'est des équipes qui en début de saison, c'est quasi des contenders. On peut pas dire les choses autrement. Les Sixers ont. Les deux sont des contenders, évidemment. C'est des contenders décimés, totalement ravagés et qui passent en mode on ne sait trop quoi, tanking. Enfin, c'est assez terrible. Et Quentin Grimes, lui, pour le coup, il profite vraiment de l'opportunité pour se montrer à Philadelphie. On l'avait dit sur le coup que c'était pas. Moi, j'ai trouvé que je trouvais que c'était pas un bon trade de récupérer un joueur qui certes avait fait une très belle campagne de playoff avec Miami, Martin, mais ça a du sens dans une équipe par exemple avec Luka Doncic, tu vois. Tu récupères un mec plus expérimenté qui est apte à jouer, qui plus est, ce qui n'est pas son cas. Et Grimes, qui est encore relativement jeune, c'est un super joueur et il fait du bien. Alors, s'il n'aurait pas changé la destinée des Mavs post Luka, évidemment, mais c'est un autre signe que les choix récents sont pour le moins discutables. Et il y a même, ce qui est fou, ils ont tellement de blessés que ils en sont réduits aux problématiques des équipes de district. Ils sont susceptibles de faire forfait sur des matchs. Il faut se rendre compte quand même de l'ampleur de la chose, en fait. En fait, c'est ça. Faut 8 joueurs valides sur la feuille de match minimum pour tenir un match. Hier, ils en avaient pile 8. Et encore, heureusement qu'il y a eu le retour de PJ Washington qui d'ailleurs a mis 29 points, 12 rebonds. Par contre, parmi ces joueurs, ils en ont 2 qui sont des en two-way contract. Donc, Kessler Edwards et Brandon Williams. Ces gars-là, ils n'ont pas le droit d'être appelés plus de 50 fois en NBA. Edwards, après ce match-là, il lui reste 2 matchs d'éligibilité et Williams 5. Donc très vite, ces deux gars, bon, un de ces deux gars d'abord, puis ces deux gars seront plus éligibles, sauf s'ils obtiennent une dérogation de la NBA. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être que ça se fera. J'imagine que la NBA ne va pas vouloir quand même que les Mavericks fassent forfait. Mais dans l'état, s'il n'y a pas des joueurs qui reviennent de blessure, les Mavs pourraient se retrouver avec moins de 8 joueurs. Après, il y a l'espèce de loophole, c'est que tu inscris des joueurs blessés sur la feuille de match. Tu peux même les faire rentrer 10 secondes, tu vois, et faire genre, bah si, il était à nouveau. Bon, tu peux avoir peut-être plus des sanctions, genre en mode tu as menti sur l'injury report, plutôt qu'un match par forfait. Je pense pas qu'on verra les Mavericks faire forfait. Et ils ne peuvent pas non plus, précision importante, ils ne peuvent pas recruter parce qu'ils sont au-dessus du premier apron. Donc là, ils peuvent absolument rien faire, si ce n'est bah, voilà, tricher entre guillemets ou profiter de la nomination des règles, tu vois, des mots utilisés. Mais ouais, les Mavericks, cette fin de saison est triste. Et ouais. Quand on refera la chronologie de tout ça, là, ça va piquer fort quand même, hein. Tout ce qui s'est passé depuis les finales, petit à petit, bon, on le redit à chaque fois, hein, c'est terrible pour les fans des Mavs quand même. Et la théorie alors la fameuse théorie de départ avec les proprios qui veulent que ça bouge, le seul moyen pour les proprios de faire bouger, d'inciter la NBA à accepter un déménagement, c'était vraiment de dégoûter tout le monde de A à Z à Dallas et d'inciter les gens à ne plus aller à la salle, à se désintéresser au niveau marketing de cette équipe. Ils sont en train d'y arriver, quoi. J'ai aussi de la peine pour les joueurs qui sont restés, pour un mec comme Klay Thompson, des types qui n'avaient pas signé pour ça et qui se retrouvent dans cette galère terrible. Bon, on le redit à chaque fois, mais juste encore, voilà, soutien aux fans des Mavs. Mais tu sais, même PJ Washington, il y a des trucs qu'il a mal pris hier. Il est sur la ligne des lancers francs et c'est le moment où il y a des mecs qui commencent à crier Fire Nico.
Ouais, il leur a dit dans un langage fleuri de se taire et il a regretté après quand même que les fans ne supportent pas les Mavs. Après, j'imagine que si la grosse majorité de l'effectif revenait en bonne santé, Dallas serait quand même une équipe compétitive. Ce serait une équipe qui serait capable d'aller viser le top 6 de la conférence Ouest. Déjà, ça serait sans Kyrie pendant un moment. Il faut voir est-ce que ça redonne un peu d'engouement, mais c'est vrai que là, aux Mavs, on est vraiment sur l'arc le plus terrible que j'ai vu, moi, de mon vivant, quoi, en termes de franchise, sur ce qui est en train de se passer. Surtout en très peu, surtout le temps, enfin le timing, Ouais, enfin la ouais, vitesse à laquelle ça s'est dégradé, parce que parfois tu as des franchises qui ont joué des finales et qui petit à petit rentrent dans le rang, les joueurs majeurs partent, ou tu as la superstar en retraite, enfin c'est arrivé, on l'a vu 50 millions de fois, mais là, aussitôt, enfin aussi rapidement, et dans ces circonstances-là, c'est quasiment du jamais vu, je pense. C'est pour ça que tout le monde est toujours aussi choqué de ce qui arrive. Et quelque part, je comprends PJ Washington aussi, parce que lui il se dit non, mais nous on est sur le terrain, on n'a rien demandé, on fait de notre ouais. mieux, on n'a pas demandé à ce Et que lui, Luka soit tradé. Et c'est pas nous qui avons dit à Nico Harrison fait ça, c'est pas nous qui avons blessé Kyrie Irving. Enfin, eux ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent. Et je pense aussi qu'il y en a pas mal qui attendent impatiemment la fin de la saison, peut-être pour être tradés, pour être en fin de contrat. Enfin, c'est pour eux aussi. Enfin, on va pas les plaindre, attention, hein. Mais sportivement aussi, quand même, c'est très très dur. yes. Les Nets ont battu les Hawks 122-114, 28 points, 12 passes pour Trae Young, 16 points en 23 minutes pour Zachary Rezaché qui a encore fait preuve d'adresse, 7 sur 13 au tir, même s'il a ses 6 tirs ratés, c'est 6 tirs à 3 points. Et Hum, malgré la défaite, il y a encore l'aspirateur Dyson Daniels qui a fait au il a moins 5 donc steals. 5 steals. Et donc, c'est la 24e fois cette année, cette saison, qu'il fait au moins 4 interceptions. Et c'est un record depuis Allen Iverson en 2004. Et puis pour une fois, c'était pas à domicile. Aussi, c'est vrai. Portland a battu Toronto en remontant dans le final. Portland qui a couru après le score, mais qui a fini par gagner contre Toronto 105-102 avec 22 points d'Anthony Simmons, 14 rebonds de Donovan Clingan, 19 points, 6 rebonds, 6 passes de Denis Avdia qui a mis un gros dunk, 21 points de Toumani Camara. Et Euh, 10 ouais. retour à la compétition pour Matisse Thybulle aussi, qui est un joueur qui a un peu disparu de la circulation, mais qui était quand même dans le deuxième meilleur 5 défensif, je crois, il n'y avait pas si longtemps que ça. C'est cool pour Portland aussi. Moi, j'ai un joueur que j'aime bien, donc je suis content de le revoir jouer cette saison. Yes. Quel match il nous reste? Ouais, les Timberwolves ont écrasé le Jazz 128-102 avec 41 points de Anthony Edwards. 41 points en 31 minutes, 20 points, 12 rebonds pour Jaden McDaniels. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce match. Spécial contre son ancienne équipe, Rudy 7 points, 6 rebonds. Voilà. Et les Clippers ont écrasé les Hornets 123-88. 31 points, 10 rebonds, 7 passes de James Harden, 23 points pour Kawhi Leonard, 17 points, 14 rebonds, 8 passes pour Ivica Zubac, 3 points, 5 rebonds pour Nicolas Batum et le point Moussa Diabaté. Shai 6 points, 3 rebonds. Euh, Je crois qu'on a fait le tour ce week-end. Les matchs les plus. Si, on peut revenir un peu quand même sur la perf d'Alex Sarr, pardon. Alex Sarr qui a fait un très gros match face à Nikola Jokic. Il a mis quoi, 34 points? Et victoire des Wizards contre les 34 Nuggets. points, ouais. Les Nuggets qui s'inclinent à domicile contre les Wizards sur un game winner de Jordan Poole. Avec 34 points, 6 rebonds, 5 passes d'Alex Sarr. Celui-là, pour le voir venir. Ouais, Alexa, vraiment sur cette fin de saison, il est très bien. On l'a redit déjà quand il avait fait son bon match la dernière fois. Il avait été clutch avec un panier tardif et un gros contre. Là, 34 points, donc son record personnel, 6 rebonds, 5 passes. On l'a vu plusieurs fois être à l'aise à la passe aussi cette saison. Dans un match, dans un gros match pour eux, parce que c'est les Nuggets. Même si Jokic, quand même, il a aussi festoyé, hein, 40 points pour Jokic, mais belle perf d'Alexar et puis le panier ultra clutch de Jordan Poole. On a oublié qu'il était capable de faire ça de loin à 2 secondes de la fin. Donc voilà, juste encore un point sur Alexar qui finit très très bien. Je sais pas s'il est capable de relancer vraiment la course au rookie de l'année. Il faudrait que je vois un peu parce que les statistiques, mine de rien, elles Il va comptent et aller que chercher la deuxième place. il va sans doute aller chercher la deuxième place, mais en tout cas, je trouve qu'il avait ça en lui. Malgré, bon, dans un contexte à nouveau particulier, Ouais. celui des Wizards, mais je suis j'aime beaucoup sa fin de saison là. Depuis qu'il est revenu de ses petits problèmes à la cheville, c'est très solide. Ouais, Castle est quasiment à 14 points par match. Je pense que c'est plié, mais Alex Sarr, il va aller chercher la deuxième place. Ce serait beau si Rizaché pouvait terminer troisième. Il est
pas si loin du compte. Et il pourrait y avoir les 2 Français qui ont été les 2 premiers choix dans le top 3 du rookie de l'année, sachant que c'est 2 joueurs qui ont été très, très peu commentés par les médias américains. Ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que c'était quand même 1er et 2e choix de la draft. Et, Et et les 2 en, font une saison plus que correcte. et en Enfin, font même termes une très belle saison rookie. ouais, et en Pardon. termes de précocité, j'avais noté ça. Sarr, c'est devenu le plus jeune intérieur à finir un match en 35-5 avec les rebonds et les passes en NBA. Et il n'y a jamais un joueur des Wizards aussi jeune qui avait marqué 30 points dans un match. Ils ont quand même eu quelques jeunes beaux joueurs, hein, les John Wall et compagnie. Donc il est sur un chemin que je trouve. Alors à nouveau, il faut relativiser avec la faiblesse des Wizards, mais il est en train de répondre aux attentes. C'est un joueur qui avait des lacunes en arrivant, hein, mais aussi un beau potentiel et qui continue, comme on aime bien utiliser cette expression, de découvrir un peu ses pouvoirs. Et faudra voir la saison prochaine dans un contexte qu'on espère un peu plus compétitif, avec moins de roust et de défaites, mais c'est très, très encourageant ce qu'on voit de la part d'Alexa. C'est clair, ouais, je suis d'accord avec toi. On va s'arrêter là, Shai. On se retrouve cet après-midi pour un podcast sur la chaîne Basket Session. Et évidemment, demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée.